Une mer d'un bleu profond, une écume d'un blanc immaculé, des îles à fleur d'horizon. Nous sommes en Grèce, au cœur de la mer Égée. Située dans la partie orientale de la Méditerranée, la mer Égée, qui sépare aujourd'hui la Grèce de la Turquie, était dans l'Antiquité une mer intérieure, unissant tous les pays de la région au sein du monde hellénistique. S'étirant le long de la côte turque, le Dodécanèse est le plus oriental et le plus cosmopolite des archipels grecs. Romains, Byzantins, Génois, Vénitiens, Croisés ou Ottomans, chacun des peuples qui l'ont occupé a laissé son empreinte. Un héritage où se mêlent les temples, les églises et les mosquées. Naviguant d'île en île, nous allons jour après jour raconter l'histoire de Kos, l'antique cité d'Hippocrate, de Kalymnos, port d'attache des légendaires pêcheurs d'éponges, de Simi à l'élégante beauté classique, de l'Indus et de son acropole, de Rhodes enfin, la puissante cité des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. Un voyage au cœur de la mer Égée à la découverte du Dodécanèse, un archipel entre deux mondes. C'est l'été. Rhodes, la capitale du Dodécanèse, est prise d'assaut par les touristes. Ces envahisseurs sont pacifiques, mais comme tous ceux qui les ont précédés depuis la haute antiquité, ils ont fini par transformer la vie de la cité. Les restaurants et les boutiques de souvenirs Made in China ont remplacé les marchands d'olives, d'épices ou de tissus orientaux. Située sur la route commerciale entre l'Orient et l'Occident, l'histoire de Rhodes va connaître, comme toute la Méditerranée orientale, de nombreux siècles d'instabilité. Après avoir été occupée par les Romains, les Byzantins, puis par les Croisés chassés de Jérusalem, Rhodes est emportée par la vague ottomane qui déferle sur le Proche-Orient et l'Europe. Les Turcs vont occuper l'île de 1523 à 1911. Au cours de ces 4 siècles, Rhodes s'orientalise. Les échoppes se regroupent par activité comme dans tous les bazars de l'Empire ottoman, et les minarets s'élancent à l'assaut du ciel. En se promenant dans les ruelles de l'ancien quartier turc, on est un peu à Constantinople. Tolérance ou réalisme économique, durant les longs siècles d'occupation ottomane, l'Église orthodoxe reste active. C'est même au travers de la liturgie que la langue grecque demeure vivante. Quand les Italiens s'emparent du Dodécanèse en 1911, les Grecs investissent le quartier turc. Les mosquées, souvent d'anciennes églises byzantines dotées de minarets, sont détruites ou abandonnées. L'ancien quartier juif occupe une autre partie de la vieille ville. En 1522, Soliman le Magnifique s'empare de Rhodes. De nombreux juifs chassés d'Espagne quelques années auparavant par les rois catholiques viennent s'y établir. Durant 4 siècles, musulmans, juifs et orthodoxes vont cohabiter dans une relative harmonie. 4000 juifs vivent à Rhodes quand les Italiens s'en emparent en 1912. À la chute de Mussolini en 1943, l'île est occupée par les Allemands. Les Juifs sont déportés à Auschwitz. Seuls 160 d'entre eux survivront et reviendront s'installer à Rhodes.
Sans occulter ces pages de son histoire, Rhodes est désormais entièrement tourné vers l'industrie du tourisme. Le port de plaisance de Mandraki est devenu le trait d'union entre la vieille ville et la ville moderne. Une biche et un cerf marquent l'entrée du port à l'endroit où se trouvait, dit-on, le colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde antique. Mais le symbole de Rhodes, c'est avant tout la cité médiévale, édifiée de 1306 à 1522 par les hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Quand les chevaliers chassés de Terre Sainte se réfugient à Rhodes, ils entreprennent de renforcer les défenses afin de résister à la pression des Ottomans qui dominent toute la région. Les chevaliers remplacent au fil des siècles les anciens remparts byzantins par d'épaisses fortifications. Ponctuées de tours et de portes, elles courent tout autour de la cité sur plus de 4 kilomètres. Mais qui étaient ces chevaliers bâtisseurs? C'était un corps de moines et de croisés militaires qui vivaient à Jérusalem depuis le XIe siècle. Ces moines, à l'origine, c'est-à-dire au cours des XIe et XIIe siècles, avaient pour mission d'accueillir les pèlerins à Jérusalem. Petit à petit, dans ce corps, ont été introduits des soldats, des croisés, et c'est devenu une organisation militaire, même si elle a continué à soigner les malades, et plus particulièrement les pèlerins. Au centre du dispositif de défense se dresse le palais des grands maîtres, une puissante forteresse militaire dotée à chacun de ses angles de tours crénelées. En arrivant dans l'île, les hospitaliers prennent le nom de chevaliers de Rhodes et choisissent un grand maître chargé d'assurer le pouvoir politique et militaire. Foulques de Villaret, un chevalier français, est le premier d'entre eux. À Rhodes, il y a eu 19 grands maîtres entre le XIVe et le XVIe siècle. Ils venaient principalement de 7 États, 7 nations, ce qui signifie 7 langues différentes. Il y avait l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Aragon et la Castille. La rue des Chevaliers relie le port au palais des grands maîtres. Elle est bordée de chaque côté par les auberges accueillant les chevaliers des différentes nationalités. Construites au XIVe siècle dans le style gothique, les auberges dont les façades sont ornées d'armoiries ont été restaurées au début du XXe siècle comme le palais des grands maîtres par les Italiens. Il faut s'imaginer Rhodes comme les villes que l'on montre au cinéma. Une ville du Moyen-Âge, vivante, avec des commerçants installés partout dans les rues, avec les chevaux empruntant les petites ruelles. Il y avait un mélange de populations représentant des civilisations différentes. Des musulmans, des chrétiens, des latins. Bien sûr, il y avait certains endroits de la ville où les gens simples n'avaient pas accès. C'étaient des endroits réservés aux chevaliers, que l'on appelle en latin « collacchio ». Les gens simples habitaient dans le Borgo. C'est aujourd'hui le centre commercial. Cette ville était l'une des plus puissantes et des plus riches de l'époque. Notre journée à Rhodes s'achève. La chaude couleur du crépuscule inonde les murs de la forteresse. Le soleil disparaît bientôt
derrière les clochers et les minarets. Au petit matin, nous quittons Rhodes. Le commandant du Viking Star a mis le cap au nord en direction de notre première escale, Nisyros. Sur le chemin, le commandant s'approche d'une crique baignée par une eau limpide. Cette escale imprévue donne l'occasion aux passagers de prendre un premier bain dans la mer Égée. Nous reprenons bientôt la mer en direction de Nisyros qui se dessine à l'horizon. Pendant que les passagers se détendent sur les ponts, Poppy, la cuisinière, prépare le déjeuner. Je prépare un pasticcio. C'est des pâtes avec de la viande hachée, de la sauce tomate. Je remets une couche de pâtes, une couche de viande hachée à la sauce tomate et une couche de béchamel. Voilà, ensuite je mets le tout au four. Je travaille sur le Viking Star pendant toute la saison. C'est un peu fatigant et je suis loin de la maison. Mais ça va. On travaille, c'est l'essentiel. J'aime beaucoup ce que je fais. Alors pourquoi s'arrêter? Oui, je crois que je vais continuer à travailler à bord.
Approchant bientôt de Nisyros, nous pénétrons dans le petit port de Mandraki. Environ 1 millier d'habitants vivent dans cette île paisible, l'une des plus petites du Dodécanèse. Nisyros est une île volcanique située sur la ligne de faille reliant Milos à Santorin. La qualité de sa terre provient de la richesse minérale du magma rejeté au fil des éruptions. La vaste caldeira que l'on découvre aujourd'hui est le résultat de la violente éruption de 1422 qui détruisit la montagne haute de 1400 mètres qui occupait alors le centre de l'île. Gravissant les ruelles tortueuses, on accède au village. Dans cette oasis perdue au milieu de la mer est réuni tout ce qui fait le charme de la vie insulaire. Le calme, la convivialité et le plaisir chaque jour renouvelé du contact avec la beauté de la nature. Une nouvelle fois, c'est dans la lumière du soleil levant que le commandant largue les amarres. Alors que la plupart des passagers, bercés par le léger tangage, dorment encore, nous mettons le cap en direction de notre prochaine escale, Kalymnos. Nous arrivons bientôt en vue de Kalymnos. L'entrée du port de Potia est curieusement gardée par une sirène, œuvre d'un couple de sculpteurs grecs. Ce port abrita au XIXe siècle, à l'époque ottomane, la plus grande flotte de bateaux pêcheurs d'éponges de toute la mer Égée. La pêche des éponges, pratiquée depuis plus de 2000 ans, si l'on se réfère à certains récits d'Homère, a aujourd'hui quasiment disparu des îles grecques, sauf à Kalymnos, où elle se poursuit en s'appuyant sur la demande touristique. Les maladies,
Les restrictions de la pêche, mais surtout l'apparition d'éponges synthétiques sont à l'origine de la disparition de cette pêche singulière. Après son père et son grand-père, Nikos perpétue la tradition familiale. Il s'occupe aujourd'hui de la dernière usine de traitement des éponges de Kalymnos. Quand les pêcheurs nous apportent les éponges, elles ont cet aspect. Bien sûr, à l'intérieur, à la racine, il y a du calcaire. Dans la mer, l'éponge est noire, comme ça. Les pêcheurs les détachent du fond, puis les remontent sur les caïques. Ensuite, ils les piétinent pour en faire sortir une substance qui ressemble un peu à du lait. Après les avoir piétinés, ils les lavent afin de faire disparaître cette substance laiteuse. Sous la membrane noire, l'éponge a cette couleur, c'est sa couleur naturelle. Les pêcheurs les laissent environ 7 à 8 heures dans les filets, plongés dans la mer pour tuer les micro-organismes qui vivent dans l'éponge. Il ne faut pas oublier que l'éponge est un organisme vivant. Οργανισμός. Και έτσι τα φέρνουν σε εμάς. L'usine a organisé un petit musée où sont réunis documents, photos, outils et objets divers retraçant l'histoire de la pêche des éponges. On y apprend par exemple que jusqu'à l'invention du scaphandre, les plongeurs étaient lestés avec des pierres. Ou bien qu'autrefois, les éponges étaient utilisées pour matelasser les armures du sultan. Dans sa maison accrochée au flanc de la montagne, nous retrouvons Ioannis. Ancien pêcheur, il évoque avec nostalgie mais sans complaisance l'époque où il prenait la mer. Quand ils partaient d'ici, les hommes n'étaient pas heureux. Ils abandonnaient leur famille pour faire un travail difficile, la pêche aux éponges. Et je parle surtout pour les scaphandriers. On partait donc d'ici et on se dirigeait en direction des îles situées entre l'Afrique et la Grèce. Suivant le cas, on allait vers la Libye, ou bien vers l'Égypte, ou encore la Tunisie. Parfois, il nous arrivait également de naviguer jusqu'aux eaux italiennes. Certains pêcheurs remontaient 200 kilos d'éponges, d'autres 100 kilos, et puis certains n'en remontaient que 30 kilos. Alors bien sûr, celui qui en remontait moins gagnait moins d'argent. Et surtout, il avait beaucoup moins de chances de trouver un nouvel embarquement. Bien sûr, le travail était dur, mais on n'était pas heureux d'être séparés si longtemps de nos familles. Tout ça a été difficile, mais nous faisions front en pensant à l'intérêt commun, pour nous et pour notre île. Notre île est montagneuse, il n'y a pas de vallée, pas de prairie. La surface de la mer, c'est nos vallées, et le fond de la mer, notre jardin. Retour au port de Potia. La chaleur est tombée. C'est l'heure où les habitants se promènent au bord de l'eau ou se retrouvent au café pour boire un ouzo.
À bord du Viking Star, la soirée qui a commencé par un dîner de spécialités grecques préparé par Poppy, la cuisinière, va se poursuivre en musique. Comme à son habitude, le commandant a quitté le port de Kalymnos de très bonne heure. Après une petite heure de navigation, il jette l'ancre devant une île déserte pour la désormais traditionnelle baignade. Nous reprenons notre voyage au cœur du Dodécanèse en direction de Kos, l'île qui est sans doute la plus proche des côtes turques. Les fortifications qui entourent la ville de Kos témoignent comme à Rhodes de l'histoire qui s'est jouée ici entre les chevaliers de Saint-Jean et l'Empire ottoman. Petit caillou émergeant à la surface de la mer Égée, Kos, comme la plupart des îles du Dodécanèse, a tantôt servi de trait d'union et tantôt de frontière entre l'Orient et l'Occident. Ce dilemme historique ne semble pas préoccuper les touristes. La plupart d'entre eux sont venus dans l'île avant tout pour profiter des plaisirs de la plage et de la baignade dans les eaux chaudes de la mer Égée. Étonnante mosaïque d'influences architecturales, Kos marie avec bonheur les minarets ottomans et les coupoles byzantines. Mieux encore, pour compléter ce duo harmonieux, le tremblement de terre de 1933 a fait surgir au milieu des bâtiments sans âme de la ville moderne de magnifiques ruines antiques. Mais plus qu'à la beauté et à la richesse de son patrimoine architectural, c'est à un homme né ici au 5e siècle avant Jésus-Christ que Kos doit sa célébrité. Hippocrate, le père de la médecine moderne. Nous arrivons sur la place du Platane.
C'est ici que se trouve le célèbre platane à l'ombre duquel Hippocrate enseignait la médecine et soignait ses patients. Ceci est un sarcophage de la période hellénistique qui a été réutilisé par les Turcs. Nous pouvons remarquer une inscription écrite en arabe qui dit en substance « Moi, Hassin Hassam Pacha, c'était le gouverneur militaire de Kos pendant l'occupation turque, je redonne vie au platane d'Hippocrate ». Nous voyons donc que même pendant la période turque, on disait que cet arbre était bien le platane d'Hippocrate. S'il est peu probable que ce platane ait 2400 ans, il est certain en revanche qu'Hippocrate a bien vécu et enseigné à Kos au 5e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, les médecins continuent traditionnellement à prêter le serment d'Hippocrate, reprenant les principes énoncés il y a près de 25 siècles. Les personnes qui se rendaient au temple ne venaient pas seulement de Kos ou des îles voisines, mais de tout le monde connu à cette époque. L'Asclépéion était vraiment célèbre parce que le nom d'Hippocrate y était attaché, et également du fait des soins thérapeutiques que l'on y pratiquait. Les visiteurs étaient issus de toutes les couches sociales. Ils pouvaient être des hommes libres, mais également des femmes et même des esclaves. Le premier contact des malades avait lieu à l'entrée, au propylée. C'est là qu'ils étaient accueillis par les Asclépéiades, c'est-à-dire les prêtres du temple. Selon la mythologie, ils descendaient en ligne directe d'Asclépéios lui-même. Ils établissaient les premiers diagnostics, ordonnaient un régime alimentaire, des soins d'hydrothérapie, donnaient des remèdes à base d'herbes. Ensuite, ils conduisaient les patients jusqu'à leur chambre qui se trouvait au premier niveau. En se promenant au milieu de l'Asclépéion, on est vite gagné par la poésie des ruines. Ayant atteint la dernière terrasse du sanctuaire, le paysage s'ouvre sur les villages, les champs d'oliviers et au-delà sur les rivages de la Turquie qui s'étirent à l'horizon. De retour au bord de la mer, nous retrouvons d'autres fidèles pour célébrer un culte païen toujours en vogue de nos jours, le coucher du soleil. Une fois encore, nous avons repris la mer. S'éloignant de Kos, nous faisons route au sud en direction de Simi, notre prochaine escale. Depuis le début de la croisière, nous zigzagons au milieu du Dodécanèse. Connaissant le contentieux historique entre la Grèce et la Turquie sur cette partie de la mer Égée,
n'y a-t-il pas quelques risques à s'écarter involontairement de la route? Il n'y a pas de problème si on s'approche des eaux territoriales turques. Parfois, les conditions climatiques nous poussent vers les eaux turques, mais je vous assure que cela ne pose pas le moindre problème. Et c'est la même chose quand les bateaux turcs s'approchent des eaux territoriales grecques. Sur la carte, on peut voir la ligne qui sépare les deux pays. Ici, c'est la Turquie, et là, c'est la Grèce. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème si on pénètre en Turquie. Le Viking Star arrive en vue de Simi. Avec ses centaines de demeures néoclassiques dominant la mer Égée, le port de Gialos est l'un des plus beaux de Grèce. Depuis des siècles, l'île était reconnue pour ses pêcheurs d'éponges et ses chantiers navals. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on y construisait des bateaux rapides, près de 500 par an, que les Ottomans, les maîtres de la région, utilisaient pour le transport postal. Mais les temps ont changé. Et comme toutes les îles grecques, Simi est désormais tournée vers le tourisme. Si l'adaptation au monde moderne fait son chemin, les habitudes et les mentalités héritées du passé demeurent parfois tenaces. Quand Onufrius a décidé d'ouvrir son restaurant, c'est sur les hauteurs de la ville qu'il a choisi de le faire. Les maisons en bas de la ville ont été construites par des gens riches. C'était des capitaines qui les utilisaient comme entrepôts pour les éponges, avant de les exporter à l'étranger. Plus on monte dans la ville, plus on arrive dans les quartiers modestes. Aujourd'hui encore, il y a une différence entre la ville du haut et la ville du bas. Les gens qui vivent en haut aiment faire la fête. C'est bien connu, les gens qui habitent en haut de la ville font plus facilement la fête que les gens qui habitent en bas. L'arrêt de la pêche des éponges, la fermeture de la plupart des chantiers navals, l'occupation italienne et la Seconde Guerre mondiale, toutes ces raisons vont pousser à l'exil une grande partie de la population. Sur le chemin qui conduit vers la ville haute, on ne compte plus les maisons abandonnées. Aujourd'hui encore, Simi compte 10 fois moins d'habitants qu'à la fin du 19e siècle.
Ça va bientôt faire 26 ans que je travaille dans ce restaurant. Avant, j'étais marin. Je travaillais sur les bateaux. Ensuite, j'ai été cuisinier et depuis 2005, je suis le propriétaire de ce restaurant. Ici, la ville est belle durant l'été, mais pendant l'hiver, c'est vraiment difficile. Le plus grand problème, c'est l'équipement médical. L'hôpital se trouve à Rhodes et il est difficile de s'y rendre, surtout en cas de mauvaise météo. La nuit tombe sur Simi et sur le Viking Star. Cette ultime journée de navigation va nous conduire à Lindos, au sud de l'île de Rhodes. Se détachant à la proue du bateau, nous apercevons bientôt l'acropole de Lindos, perchée au sommet de son promontoire rocheux. Avec sa longue plage de sable en arc de cercle, les maisons blanches de son village et l'imposante forteresse dominant l'acropole, Lindos est l'un des sites les plus visités de l'île de Rhodes. Après avoir fait un peu de shopping dans les innombrables échoppes du village, l'heure est venue de gravir la pente qui conduit à l'acropole. Les plus courageux feront le chemin à pied, les autres à dos d'âne. Taxi Lindos. Misschien worden we daarna wel veel sterren. Ik denk het ook, ja. Ik heb ezelskunde. Ja.
À l'écart des ruelles commerçantes, nous retrouvons le calme du village d'autrefois. C'est là que certaines femmes perpétuent la tradition séculaire de la broderie de Lindos. Alors que certaines brodeuses préfèrent travailler à l'écart de l'agitation touristique, d'autres s'installent sur le chemin qui conduit à l'acropole. Je brode depuis que je suis petite, avec ma mère, ma grand-mère et ma sœur. Ici, on reçoit des touristes depuis longtemps. C'est pour cela qu'on apprend à broder. Tous les gens de Lindos font de la broderie, parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas de travail. Alors, tout le monde brode pour les touristes, petits, grands, tout le monde brode. Quand j'étais petite, ma grand-mère me racontait que toutes les femmes qui se mariaient faisaient leurs robes elles-mêmes. Elles brodaient tout. Elles brodaient les rideaux, par exemple, ou encore les couvertures. Tout était fait au crochet. C'était pour leur dot. Mais ça, c'était avant que les touristes n'arrivent. À l'acropole de Lindos, où s'achève notre voyage, nous retrouvons réunis en un seul lieu toutes les influences des peuples qui ont façonné l'histoire du Dodécanèse. Construit au VIe siècle avant notre ère, l'acropole de Lindos fut agrandie à l'époque hellénistique. En arrivant à Rhodes, les chevaliers de Saint-Jean la transformèrent en forteresse, qui sera occupée par les Ottomans jusqu'à leur départ de l'île en 1912. Au sommet de l'acropole se dresse le sanctuaire d'Athéna. Au travers de ces colonnes, nous apercevons l'immensité de la mer Égée, trait d'union entre l'Orient et l'Occident, les deux rivages du monde hellénistique imaginé par Alexandre le Grand. Ce monde mythique que pendant des millénaires, tous les souverains de la Méditerranée orientale ont voulu réinventer.